Le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône vous présente sa demi-heure radioactive de contre-propagande sur le nucléaire. Bienvenue sur Radio Galère dans la demi-heure radioactive animée par le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône les 2e et 4e mardis du mois à 14h15 et en rediffusion le jeudi de 12h à 12h30. Nous considérons que nous sommes tous et toutes des cobayes de l'industrie nucléaire et que nous sommes tous et toutes les victimes potentielles d'une prochaine catastrophe. C'est pourquoi nous pensons que nous n'avons d'autre choix que de nous informer et d'agir. C'est ce que nous nous efforçons de faire ici. Alors, les connaissances de nos chefs d'État successifs en matière de nucléaire ne sont guère au point, c'est le moins qu'on puisse dire. Et pourtant, ce sont bien eux qui décident de l'avenir de cette industrie en France et qui nous promettent du nucléaire jusqu'à, tenez-vous bien, au moins 2100. Aujourd'hui, on va parler des réacteurs EPR, mais je ne peux pas résister en préambule à l'envie de vous faire réentendre un extrait du débat pour les présidentielles de 2007 entre Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy, où il était question de la part du nucléaire, des réacteurs EPR, des réacteurs de 3e et 4e génération, le tout commenté par un journaliste de France 3 Basse-Normandie, pas très brillant tout ça. Dans ce débat, les candidats ont abordé quantité de thèmes, c'est la loi du genre, avec parfois des approximations plus ou moins surprenantes quand ils ont abordé des sujets techniques comme le nucléaire et en particulier le futur réacteur EPR de Flamanville. Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy se sont opposés sur des chiffres avec un aplomb étonnant alors que tous les deux étaient à côté de la plaque, comme nous l'explique Pierre-Marie Piot. Est-ce que vous confirmez le choix nucléaire ? Savez-vous quelle est la part du nucléaire dans la consommation d'électricité en France ? Nucléaire, débat d'experts. Il n'est pas toujours sans risque de mettre ce sujet technique sur la table. Aplomb rime parfois avec approximation. Vous défendez le nucléaire, mais vous ignorez la part du nucléaire. Alors de combien nous avons la moitié de notre électricité qui est d'origine nucléaire, non, madame. 17% non, ce n'est seulement. pas exact. Faux et faux. Ni 50%, ni 17%. Dans le livre blanc sur l'énergie, publié en 2003, la part de l'électricité nucléaire est estimée à 78%. L'EPR est un prototype. Non, madame. L'EPR est le prototype de quelle génération ? Ce n'est pas un prototype, c'est la 4e génération. 3e génération. L'EPR est classé parmi les réacteurs de 3e génération. Ce n'est pas un prototype. Areva préfère parler de démonstrateur, l'aîné d'une nouvelle génération. Non, c'est la 3e génération. Nous venons de le vendre à la Finlande, madame. Il faut que les Français comprennent. C'est vrai, mais l'information date un peu. En Finlande, la construction du premier réacteur de type EPR a débuté en 2005. Le chantier a d'ailleurs accumulé les contretemps. Les travaux auraient déjà pris 1 an de retard. Je réouvrirai le débat public sur l'énergie au Parlement, mais aussi avec les citoyens. Mais nous l'avons eu ce débat au Parlement. Non, il est... J'ai Attendez, même fait. Ne m'interrompez pas, je vous ai écouté. J'ai conduit ce débat au Parlement au moment où j'ai signé EPR. Le débat portait sur les orientations énergétiques. Le 7 janvier 2005, le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin annonce la construction du réacteur de Flamanville 6 mois avant l'ouverture du débat public. En signe de protestation, plusieurs associations de défense de l'environnement ont d'ailleurs refusé d'y participer. Il serait peut-être sans doute beaucoup plus intelligent d'investir déjà dans la 4e génération. Problème, les centrales de 4e génération ne seront pas opérationnelles avant 2040. À Flamanville, les travaux sont lancés. EDF a commandé la chaudière du réacteur. Vous avez une approche très approximative. Permettez-moi de vous dire, je connais le dossier. Mais c'est compliqué le nucléaire, toujours à manipuler avec précaution. Voilà. Alors, l'EPR, c'est un prototype, un démonstrateur. Ségolène Royal ne sait pas qu'il y a un EPR en construction en Finlande. On ne sait pas si c'est la génération 3, la génération 4. Voilà, c'est eux qui décident. Donc, on va essayer, nous, de vous éclairer sur ce que c'est qu'un réacteur EPR, considéré par nos gouvernements comme la vitrine de l'expertise française dans le domaine du nucléaire.
C'est-à-dire le plus grand, le plus beau, le plus sûr, le moins cher. Alors, le nucléaire étant lui-même le fleuron de l'industrie française, comme chacun le sait. On va tenter de déconstruire les mythes, et avec nous, pour ce faire, Alain Correa, qui est membre du collectif Stop EPR, ni à Penly, ni ailleurs. Penly étant l'un des sites pressentis en Seine-Maritime pour l'implantation d'un de ces EPR. Alors, bonjour Alain. Bonjour. Merci d'être avec nous depuis la Normandie. Voilà, où il pleut. C'est guère mieux ici. Bon, Alors, on va commencer tout bêtement. C'est quoi un EPR alors ? Puisque c'est pas, puisque nos dirigeants ne savent pas ce que c'est. Un EPR, c'est un acronyme pour European Pressurized Reactor, ce qui veut dire réacteur européen pressurisé. Bon, ça n'est pas beaucoup plus avancé. Mais bon, c'est l'acronyme qui veut ça. Donc c'est un réacteur nucléaire, avec a priori les mêmes technologies que les 58 autres que la France, dont la France dispose. Donc un réacteur à eau sous pression. Et si ce n'est qu'il est plus puissant. Il fait 1600 mégawatts électriques. C'est-à-dire qu'en fait on va sortir 1600 mégawatts d'électricité pour une puissance thermique de 4300 mégawatts. C'est-à-dire qu'en fait, d'un côté, on rentre 4300 mégawatts de chaleur avec la production de chaleur avec l'uranium, et en sortie, on obtient 1600 mégawatts d'électricité. Donc, grosso modo, on perd les 2 tiers en chaleur qui part dans l'environnement pour arriver à obtenir 1 tiers d'électricité. Mais ça, toutes les centrales sont assujetties à ce principe thermodynamique. Donc le rendement est 33-36%. Voilà, on ne peut pas faire mieux, semble-t-il. Et donc, ce réacteur plus puissant est censé être la panacée en matière de résolution des problèmes énergétiques. Alors c'est cette histoire de 3e génération et 4e génération, là, tu peux nous expliquer ce que c'est par rapport à des générations précédentes? Alors, bon, moi, je suis pas spécialiste en physique nucléaire, mais a priori, la 4e génération, je crois que ça relève de la surgénération. Ouais. C'est une espèce d'éléphant, l'éléphant blanc des années 70 avec Superphénix, où il était question de surgénérateur avec du sodium liquide. Une espèce de très grosse bombe, c'est un autre système. On utilisait en fin de compte du sodium liquide, comme liquide caloporteur. Je veux dire, à la place d'avoir de l'eau pour transporter la chaleur produite par l'échauffement de l'uranium, on utilisait du sodium liquide. Et le sodium liquide, il a la particularité de s'enflammer à l'air, je crois, et d'exploser au contact de l'eau. Donc il faut faire attention quand on le manipule, et d'ailleurs à ce propos-là il y a eu le spécialiste français du sodium, des feux de sodium, qui s'est tué en intervenant sur une flaque de sodium. Donc c'est dire la dangerosité, c'est dire la dangerosité du procédé, quoi. Alors ça c'est la 4e. Il y en avait 2000 tonnes, je crois, sur Superphénix. Ouais, c'est la 4e génération. 5000 tonnes, enfin une tonne, une volume colossal. Ouais, ça c'est la 4e génération. Ça c'est la 4e génération. Mise en place à horizon avec, en tout cas, le nouveau réacteur qu'on nous promet pas loin de chez nous à Marcoule dans le Gard qui s'appelle Astrid pour 2050. Alors entre-temps, il y a la 3e génération. Voilà. Donc on voit déjà que la 4e, donc c'est très loin. Alors on s'imagine que la 3e ce sera mieux, mais en fait non, pas du tout, parce que à l'heure actuelle, donc il y a 4 réacteurs EPR en construction dans le monde. Il y en a un en Finlande à Olkiluoto, un autre à Flamanville à côté de chez nous, donc dans le côté de la Normandie, en Basse-Normandie, et 2 autres en Chine à Taishan. Qui eux, semble-t-il, ne font pas de bruit, mais sembleraient plus avancés que leurs 2 frères. Donc celui d'Olkiluoto en Finlande, qui, en fait, il devrait arrêter le projet parce que plus ils avancent dans le temps, plus ils reculent. Donc je crois qu'il a pratiquement pris 10 ans de retard. Le prix a pratiquement triplé. Donc ça devient terrible. Je veux dire, Areva est en procès avec TVO, l'opérateur finlandais, par rapport au coût. Chacun se renvoie la balle pour dire c'est à cause de toi que ça nous coûte plus cher et qu'on perd du temps. Donc il n'est pas prêt d'être en route. Celui de Flamanville, qui est 100% français, va pas beaucoup mieux. Déjà on s'est loupé, enfin les constructeurs s'est loupé, le constructeur Areva et Bouygues pour le gros œuvre s'est loupé sur le béton. C'est pas le nucléaire, on n'en est pas encore là, pour l'instant c'est le béton. Donc il y a eu des problèmes avec le ferraillage, il y a eu des problèmes avec le béton. Bouygues, c'est pas faire du béton ? Il semblerait que Bouygues a perdu un peu la main.
Bon, c'est un peu dommage quand même pour du nucléaire. Donc ils se sont loupés sur le béton, donc il a fallu faire des reprises. Il y avait ce qu'on appelle des nids de cailloux, le canard enchaîné, on a parlé à plusieurs reprises. Donc il a fallu refaire du béton, hein, c'est du BTP. Si déjà on n'arrive pas à faire ça, je vous laisse imaginer ce que ça va être sur la partie nucléaire. Et donc voilà, ça reste très compliqué, que ce soit en Finlande ou en France. On n'arrive plus trop vraiment à faire du nucléaire comme on a pu le faire dans les années 70, pendant les 30 glorieuses. Et ça veut dire aussi que, bon, alors effectivement, il y a des problèmes de conception, des problèmes de construction, et puis les problèmes de coût, hein, puisque, a priori, là, à Flamanville, on serait, pour donner un ordre d'idée, sur un coût de 8,5 milliards d'euros au lieu de 3 milliards au départ. Enfin, on a l'habitude de dire ici que même si ça ne coûtait pas un sou, on n'en voudrait pas. Voilà. Mais voilà. Alors, est-ce qu'on peut essayer de définir, donc, enfin, il parle de troisième génération de réacteurs nucléaires. Est-ce que c'est un saut, enfin, je sais pas, qualitatif ou en termes de sûreté pourquoi c'est mieux? Pourquoi ce serait mieux? Oui, pourquoi ce serait mieux, effectivement, parce que quand un produit arrive sur le marché, un produit nouveau arrive sur le marché, en général, il y a quand même des sauts quantitatifs ou qualitatifs. Et là, en fait, il n'y a pas, fondamentalement parlant, vraiment une très grosse différence, quoi. Ce qu'on nous vend, il y a des boucles, les boucles sont redondantes, les boucles de sûreté et de sécurité sur le fonctionnement du réacteur. Il y a une sécurisation, une redondance des sécurités. Bon, ça on veut bien, mais on imagine que ça devait être déjà le cas auparavant. Donc s'il nous le présente sur celui-ci, c'est que c'était pas le cas auparavant. Donc finalement c'est un peu inquiétant. Oui. Autre chose aussi, ce dont on nous parle aussi, c'est de la double enveloppe. Donc il y aurait deux murs en béton sur l'EPR. Mais on les avait déjà sur les réacteurs, les autres réacteurs, sur les 1300 MW, ce qui n'était pas le cas sur les 900 MW. En France, on a 34 900 MW avec des enceintes de confinement qui sont de simples murs de béton d'1 mètre de large, et puis c'est tout. Par contre, 24 réacteurs de lieu ont des enveloppes extérieures, des doubles enveloppes, deux murs de béton, si vous voulez, deux espèces de coquilles qui protègent le réacteur de l'environnement. Donc, c'est pas fondamentalement nouveau, parce que l'EPR comptera aussi deux murs de protection de plus d'1 mètre d'épaisseur sur les enceintes. La grosse nouveauté, c'est ce qu'on appelle le récupérateur de corium. Donc le corium, tout le monde en a entendu parler à l'occasion de Fukushima, malheureusement. C'est ce qui se passe dans le pire des cas. C'est-à-dire que quand on a un accident majeur dans une centrale nucléaire, c'est la fusion du cœur. Si on n'arrive pas à refroidir le cœur, le cœur monte en température, monte à très haute température, 2500, 2800 degrés, voire pratiquement 3000 degrés centigrades. Et donc, le cœur fond et devient liquide, comme de la lave, grosso modo, sauf que ça fond tout sur son passage. Acier, béton, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Et donc, les ingénieurs ont un peu gambergé là-dessus et se sont dit, tiens, on va construire un récupérateur de cœur en fusion, un récupérateur de corium. Et donc, il se trouve sous la cuve du réacteur et il est censé récupérer cette lave, cette espèce de lave en fusion. Donc il y a un système qui fait que ça va une goulotte, grosso modo, qui va diriger cette lave en fusion vers un espace qui fait 140 mètres carrés, grosso modo un appartement. Et de façon à ce que cette lave, ce corium en fusion s'étale et refroidisse gentiment. C'est comme ça que les ingénieurs le voient. Et c'est un espèce de grand cendrier, quoi. Mais est-ce qu'il est fait en quoi? C'est du béton? Alors, pour avoir assisté au débat public, on sait bien qu'on a quand même posé la question à plusieurs reprises. Ouais. Et au départ, on nous l'a vendu comme étant de la céramique. La céramique, c'est ce qu'il y a de plus dur en matière de support minéral. La céramique, ça résiste à très haute température. Et ça paraît un petit peu cohérent. Après, on nous a dit que ça pouvait être de la zircone. Bon, la zircone, c'est une espèce aussi de céramique. Bon, là, c'était un peu cohérent. Et puis, le temps a passé, et après, on s'aperçoit sur le réacteur d'Olkiluoto, par exemple, c'est pas vraiment de la zircone ou de la céramique. Finalement, c'est de la fonte nodulaire, qui est une fonte comme on trouve dans les fourneaux, dans les poêles à bois, c'est de la fonte, avec dessus une petite épaisseur de béton sacrificiel.
Donc on n'est plus finalement dans ce qu'ils nous disaient au départ, il n'y a plus exit la céramique, parce qu'à mon avis la céramique ça doit coûter bonbon, donc ils se sont dit on peut mettre du béton, ça ira bien, et dessous un système donc en fonte nodulaire avec sous cette fonte de l'eau. Qui est censé circuler pour refroidir justement ce cœur en fusion qui est pratiquement à 3000 degrés centigrades. Donc là on n'est plus vraiment dans les clous, mais ils ont décidé tout ça après des essais. Parce qu'ils ont fait des essais dans l'industrie de la métallurgie avec des masses qui sont de 1 à 2 tonnes. Et ils se sont aperçus que finalement ça irait bien de mettre du béton sacrificiel, ça ralentit, ça réduit la température du corium, et dessous si on fait circuler de l'eau, ça va refroidir également, donc tout ira bien et ça va se passer comme ça, et puis voilà quoi. Mais là on a vu que, nous on le savait un peu, qu'à Fukushima, justement les cœurs en fusion, ils sont partis, j'allais dire dans la nature, mais là ils ont fait des essais, des tests, et ils les ont perdus. Ces cœurs en fusion, donc ils ne savent pas où ils sont. Ils ont probablement touché la nappe phréatique, et voilà. Et donc en plus là, tu parles, dans ce grand cendrier là, il y a de l'eau qui est censée refroidir, mais ça va où cette eau? Alors, si tu commences à poser les bonnes questions, on peut s'en sortir, quoi. Ah bon? C'est ça le souci. Bah oui, non, faut écouter EDF et puis point barre, quoi. EDF nous le dit, que c'est comme ça. Le corium va suivre la goulotte, va arriver dans le cendrier, et puis voilà. C'est comme ça que ça va se passer. Et ça mettra combien de temps pour refroidir? C'est comme le fût du canon, là. Ça va mettre un certain temps. Si les associations commencent à poser les bonnes questions, comment on va pouvoir bosser EDF? Là, c'est plus drôle du tout, quoi. Ça devient infernal. Alors effectivement, si on commence à poser les bonnes questions, EDF, là, c'est plus du tout le même propos, quoi. Effectivement, ça va refroidir, sauf que pensez bien qu'on a posé des questions et que il y a des problèmes sévères. C'est-à-dire qu'en fait, à ces températures-là, à 3000 degrés, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas grand-chose qui résiste, et que le béton sacrificiel à 3000 degrés, il va partir très rapidement en fumée, et que dessous, la fonte nodulaire, elle risque également aussi de partir, de fondre, tout simplement. Et que quand on arrive au contact de l'eau à 3000 degrés, en supposant que ce soit un peu refroidi, 2500, même 2000 degrés, même 1500 degrés, si vous versez de l'eau sur une plaque chauffée à 1500 degrés, ça ne refroidit pas. L'eau glisse dessus, perle, et en fait elle se dissocie. C'est-à-dire qu'en fait il y a une dissociation en H2O. C'est-à-dire que vous dissociez l'hydrogène et l'oxygène. Et l'oxygène, l'inconvénient, c'est que ça explose. Donc, vous voyez un petit peu, vous êtes avec un réacteur en fusion, vous mettez de l'eau dessus, ça se dissocie, vous produisez de l'hydrogène, et évidemment, ça explose. Donc vous avez un réacteur en fusion qui est incontrôlable, et en plus, ça provoque une explosion. Alors là, EDF est un petit peu pris aux entournures. On a prévu, il y a des systèmes, des recombineurs d'hydrogène pour justement éviter ce genre de problème. Sauf que dans le cendrier, dans le récupérateur de corium, il n'y a pas de recombineur d'hydrogène. Et puis vu les volumes qu'on aurait, si vous voulez, ça risque de pas marcher du tout. Eh ben tiens, et puis en plus, les essais qui sont faits dans l'industrie métallurgique sont faits avec 1 tonne, 2 tonnes de corium. Sauf que un réacteur, ça comprend environ 100 tonnes de combustible. Donc on est quand même loin du compte. Les simulations sont vraiment très loin du compte. Je vais te passer une petite pub EDF. Ah, une page de pub chic. C'est l'heure de la pub. La pub. Ah oui, parce que je suis pas sur le bon truc, c'est ça? Ah, la technique. La sûreté de l'installation, notamment de sa partie nucléaire, est primordiale et a guidé les choix de conception de l'EPR. Les différents dispositifs, emboîtés à la manière de poupées russes, isolent les produits radioactifs. Les systèmes de sauvegarde ont pour rôle de garantir le contrôle de la réaction nucléaire, le maintien de la température, la pression dans le réacteur et dans le bâtiment qui le confine. Dans l'EPR, ces systèmes sont quadruples. Bien que la fusion du cœur soit hautement improbable, un dispositif est spécialement conçu pour récupérer le combustible fondu sous la cuve du réacteur. La salle de commande informatisée permet de mieux organiser la totalité des informations au service du fonctionnement de l'installation et de la sûreté. Une coque en béton recouvre les installations sensibles.
Elle est particulièrement résistante contre les agressions externes, notamment en cas de chute d'un avion. Alors, j'adore la musique en plus, c'est vraiment, ça fait vraiment la pub des années 50, c'est super sympa. Alors, on a quand même appris que la fusion du cœur serait hautement improbable, hein. Donc Oui, ça, oui, oui. ça c'est, voilà, comme on l'a montré à Fukushima, enfin, il y a trois coriums quand même. Et là, il nous parle de l'automatisme du contrôle, alors j'aimerais bien que tu me parles un peu de ça, là. Et oui, en fait, c'est tous les 58 réacteurs français sont en commande analogique. Et l'EPR, apparemment, est le premier réacteur à être complètement numérique. Et à ce propos-là, justement, la Chine et Flamanville viennent de recevoir leur premier simulateur totalement numérique. C'est-à-dire qu'en fait, les opérateurs travaillent uniquement avec des écrans. Et des écrans, ils travaillent aux écrans avec des écrans et avec des souris. Donc il n'y a plus de boutons poussés, tournés, comme c'était le cas auparavant. Donc voilà, c'est un changement fondamental de process, de conduite de process, avec ce que ça peut présenter comme inconvénient. Le numérique, c'est des 1 et des 0 qui se baladent, et il y a apparemment un 1 ou un 0 qui est peut-être pas forcément là où il faut, et il peut y avoir des surprises. Et on l'a eu notamment, je ne sais pas si vous vous rappelez, avec cette histoire de véhicules de limiteur de vitesse, de cruise control. Je ne sais plus comment dire. Des sur les voitures, là, oui, les accélérateurs qui se bloquaient, là. Enfin, voilà. Ouais. Et effectivement, pour des raisons inconnues, les systèmes se sont bloqués. Donc, alors on n'en a plus entendu parler, mais pendant quelques mois, quelques semaines, il y a eu des gens qui se sont fait de grosses frayeurs en arrivant notamment sur les péages d'autoroute avec vitesse bloquée, impossible de freiner, impossible de débrayer, impossible d'arrêter le moteur, et avec les enfants dans la voiture. Et vous passez les barrières de péage à 80 km/h, il y en a même qui ont eu des collisions à plus haute vitesse que ça. Donc voilà, le numérique peut aussi poser des problèmes par rapport aux conduites de ces appareils. On a aussi le cas sur les avions. Les avions qui sont en tout numérique. On peut rappeler à ce propos que tout à l'heure, on a malheureusement un Airbus A320 qui s'est écrasé là dans les Alpes de Haute-Provence. Oui, tu me l'as appris. Pour l'instant, on n'a aucune info sur ce qui s'est passé exactement, mais pour dire que les systèmes qui sont tout numériques, et les avions en sont typiquement le système, peuvent présenter également des problèmes régulièrement. Tiens, donc, attention là aussi. En parlant d'avion, le monsieur d'EDF dans la pub, il nous dit que si un avion tombe sur un réacteur EPR, c'est pas grave en fait. C'est vrai? Non, c'est prévu. C'est prévu. Ils peuvent tomber dessus. C'est pour ça d'ailleurs que sur certains réacteurs, quand on va sur Google, vous trouvez des ronds blancs dans des carrés rouges. En fait, c'est la cible. Ils tapez ici, quoi. Ils en sont là. Sérieusement. Bon, ça c'est pour l'aviation aérienne, pour signaler des zones dangereuses. Mais bon, les avoir peintes sur les réacteurs ou les bâtiments annexes, c'est succulent. Mais donc effectivement, les réacteurs les EPR sont soi-disant prévus pour assister au crash d'avion, qui est un prérequis par la NRC, la commission nucléaire américaine, pour pouvoir importer des réacteurs nucléaires aux États-Unis. Mais bon, ça c'est pas prouvé. Enfin, c'est prouvé en simulation sur le informatique. Mais dans la réalité, on ne sait pas du tout. Et donc, on a également posé, vous doutez bien que pendant les 13 débats publics, on a posé les questions. Donc, à chaque fois, on s'est fait renvoyer dans nos buts en lui disant « Mais tout ça, c'est prévu. On ne peut pas vous dire pourquoi, parce que c'est confidentiel défense, évidemment, secret industriel. » Alors, ça, on y a eu droit quelques fois. Donc, vous êtes tranquille, là, fermez le banc, il n'y a plus rien à dire. Et donc, il n'y a rien à dire là-dessus sur ce qu'il en est. Donc on peut quand même se poser légitimement la question qu'une masse avec une certaine vitesse projetée sur un dôme en béton de 50 mètres de diamètre aurait quand même certains effets et peut ébranler quand même le système, même si le dôme va pas éclater, mais sur un volume, sur une masse aussi importante, ça peut faire un petit peu de vague et créer quand même des fissurations ou des fragilités dans un ensemble qui malgré tout, qui est très bien ferraillé et très bétonné, mais il y a quand même il peut y avoir des effets secondaires et ça me paraît évident, quoi. Donc en fait, bon alors pour conclure, je voulais quand même qu'on parle un peu du combustible aussi qui peut être utilisé dans ce réacteur. Enfin, combustible, c'est un mauvais mot, mais tant pis, on va l'utiliser quand même. Ces réacteurs sont équipés en fait pour utiliser ce qu'on appelle le combustible MOX.
Qui est un mélange d'oxyde avec du plutonium, d'oxyde d'uranium avec du plutonium, une certaine quantité de plutonium, et ils peuvent être moxés jusqu'à 100%. En fait, l'EPR est conçu pour être moxé à 100%, donc un mélange d'uranium et de plutonium. Donc, ce qui générera... donc, l'avantage, c'est de devoir procéder à des rechargements de façon moins fréquente, donc d'arrêter moins fréquemment le réacteur. Mais en revanche, c'est que ça va générer des déchets plus radioactifs, puisqu'ils contiendront plus de plutonium, qui a une durée de vie de plusieurs millions ou milliards d'années. Enfin, c'est l'éternité. Voilà, et le plutonium étant évidemment 1000 fois plus radiotoxique que l'uranium. Enfin bon. Et donc en fait, c'est vachement bien le PR. Et surtout, c'est tellement mieux que ce qu'on a maintenant. C'est-à-dire que ce qu'on a maintenant, en fait, c'est pas très sûr. C'est ça ce que ça veut dire. Ben, c'est ça, c'est qu'on a découvert ça. Je veux dire, c'est que si les ingénieurs, après 58 réacteurs nucléaires classiques entre guillemets, ont décidé de construire un EPR avec un récupérateur de corium, ça sous-entend et ça met en lumière que les 58 autres n'en sont pas équipés. Donc c'est pas évident. C'est-à-dire qu'en fait, si on a une fusion du cœur sur le 1 ou plusieurs des 58 réacteurs nucléaires français sur le territoire, voire même sur les 400, plus de 440 réacteurs nucléaires dans le monde, aucun n'est équipé d'un récupérateur de corium. Donc là, c'est dont tu viens déjà en plus de nous expliquer qu'il était même pas que c'était pas sûr que ça récupère quoi que ce soit. Donc c'est pas prouvé quoi. Voilà. C'est pas du tout prouvé. Donc c'est à la grâce de Dieu, hein, c'est comme on peut. Et les Japonais en ont fait la mère expérience. 4 ans après, ils sont toujours à la recherche des coriums. Les coriums sont passés au travers des cuves, sont maintenant sous les réacteurs, mais on ne sait pas où exactement. Donc 4 ans après, donc c'est vraiment inquiétant quand même. Donc voilà, EDF joue gros avec le père en nous disant mais oui ça va aller dessous, il n'y a pas de souci. Grosso modo, c'est les Japonais, les ingénieurs japonais sont des ânes, pour paraphraser un dessin de Conque qui était paru dans Le Monde en 79, où on voyait un dessin, un ingénieur derrière son bureau marqué EDF dire doctement les ingénieurs américains sont des ânes. Oui, ça continue ça. Ah oui, ça continue, oui. Alors en fait, il n'y en a aucun qui soit construit. Dans le monde, là, enfin, c'est en construction, il y a des retards, etc. Donc, et par contre, on essaye quand même de continuer à le vendre à l'étranger, ce fichu EPR. Et alors, on a fait des tentatives en Libye, en Afrique du Sud, à Abu Dhabi, en Italie, et partout dans le monde. Alors, il y a quand même des EPR qui sont, dans les, disons, dans les... Oh, je ne vais pas y arriver. Bon, c'est pas grave, en projet. Oui. Y en a en Grande-Bretagne. Tu peux nous en parler un petit peu de ça ou... J'ai pas trop suivi sur la Grande-Bretagne. Je crois que c'est Hinkley Point, oui, c'est ça. Oui, Hinkley Point. Mais pour l'instant, c'est des intentions. Hein. Les étapes clés, il y a rien de tranché. Donc, et ce qui est intéressant dans ce projet, en 2011. Il y a une négociation pour l'instant, apparemment EDF est en négociation pour le prix de vente avec EDF Énergie et le gouvernement britannique, mais pour l'instant il n'y a pas le moindre béton de coulé et c'est très lointain. Et quelque chose qui est intéressant, c'est que l'Autriche, qui a dans sa constitution qu'il n'y a pas de recours à l'industrie nucléaire en Autriche, va s'opposer aux subventions européennes qui ont été décidées justement pour financer ces EPR en Grande-Bretagne. Moi, je voudrais parler un petit peu, si toi tu veux en parler, parce qu'il va nous rester 2 minutes, ça passe très très vite, du projet gigantesque en Inde. Parce que là, c'est assez terrible ce qui se passe. Ouais, c'est pareil, je pense que tu es peut-être plus informé là-dessus que moi sur Inde, mais je sais qu'effectivement, ça se passe pas bien. Il y a des manifestations récurrentes et je crois quand même qu'il y a eu des morts lors de ces manifestations. Et le gouvernement indien est assez virulent. Qu'en dire de plus, je pense qu'ils sont soumis aux mêmes problèmes que nous. C'est des projets déments qui correspondent pas aux besoins de la population et qui présentent des risques très importants.
Et mais là encore, ça reste des projets et le moindre béton n'est pas encore coulé pour l'instant. Il y a que les quatre projets dont j'ai parlé qui sont sur les rails, quoi. Oui, effectivement, il y a eu un mort en 2011 dans les manifestations, parce que là-bas, ça rigole pas, ça tire à balles réelles. Hein. Et le projet, c'est 6 EPR. Donc, oui, carrément. Ouais. C'est carrément 6 EPR sur le même site, qui voudrait dire l'évacuation d'environ 40 000 personnes, des gens qui vivent de l'agriculture et de la pêche. Donc il y a 40 000 personnes auxquelles on a confisqué grosso modo leurs terres pour les exproprier. Et donc, mais on fera une émission spéciale là-dessus parce que la lutte là-bas est assez exemplaire. Sinon, pour terminer sur Panly. Oui. Ah oui, alors Panly. Oui, parce que c'est chez toi. Dire que le projet, pour l'instant, est figé. Hein, ça s'est arrêté au 13 débat public, avec une conclusion qui dit qu'effectivement, tout le monde a bien travaillé, tout le monde a bien discuté, a bien parlé, hormis à Caen, où ça a été un peu tendu. Mais autrement, donc le projet pour l'instant est figé, mais comment dire, Monsieur le président Hollande nous avait dit qu'il ferait rien durant son mandat. Mais moi, je ne serais pas surpris que le prochain président nous sorte de sa poche, de sa manche, et qu'on ait non pas un EPR à Panly, mais 2 carrément. Quand on voit les travaux, là, ils ont construit un viaduc à proximité de Dieppe pour contourner Dieppe, justement pour aller directement plus vite à la centrale. Ce serait pas étonnant qu'effectivement il y en ait au moins un, ça c'est à peu près sûr, mais voire 2, vu qu'il y a la place. Bon, oui, voilà. Et bon, alors après, on se dit que avec la loi sur la transition énergétique, on voit bien que bon, les réacteurs qu'on a là, il y a quand même environ 30 réacteurs sur les 58 qu'on a aujourd'hui qui vont arriver, j'allais dire à expiration, mais qui auront dépassé les 40 ans là, d'exploitation en 2025. Oui. Et vu le temps que ça met pour construire des EPR, je ne vois pas très bien comment ils vont faire à moins de prolonger la durée de vie des réacteurs jusqu'à 60 ans, 70 ans, 80. À mon avis, ils vont faire ça. Dans un premier temps, ça va être ça. Et au cas où il y aurait un problème, on découvrira un problème générique sur les cuves ou sur les systèmes de façon générale. Après, ils vont nous imposer effectivement les EPR. Mais comme il faut de la place et qu'il n'y en a pas partout, Panly, effectivement, en bord de mer, est un emplacement privilégié pour construire les EPR. On n'y échappera pas. Bon, on finit encore sur une note déprimante, comme d'habitude. Ça n'empêche pas qu'on est vigilant. Hein, il faut se battre, évidemment. Exactement. Bon, écoute, je te remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis, je voulais faire une annonce jeudi soir, jeudi qui vient, à 19h. Alors, c'est un lieu qui s'appelle le Raccoon, à Marseille. Il y a une discussion en vue d'organiser un camp nucléaire à Bure pour l'été 2015. Bure, c'est l'endroit où on cherche à enfouir en profondeur les déchets nucléaires et les méchants déchets nucléaires. Donc, vous pouvez avoir l'adresse en envoyant un mail à raccoon, RACON-mars @riseup.net. Je vous rappelle que vous pouvez trouver toutes nos émissions depuis 4 ans sur le blog du collectif Antinucléaire 13 et puis sur le site de Radio Galère. Merci Sidi à la technique. Et puis Alain, je ne sais pas si il y a un site du collectif Stop EPR. Je l'ai plus en tête, oui. Stop EPR Panly, vous cherchez ça. D'accord. Il faut remercier aussi Jean-Luc, Guillaume et Sylvie qui font partie du noyau dur du collectif et qui animent l'ensemble de ce qu'on peut faire. Très bien. Bon courage à vous. Yes, merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.